24 juin 2025, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec Laurence Desjardins, qui est dessinatrice, et Michael Tanguay, je crois, Oui, exact. excusez, propriétaire et fondateur de Symbiose Éco-Construction dans Port-Neuf. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, il fait chaud, mais ça va. Il fait très chaud aujourd'hui, en effet, mais on va s'en tirer. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous rencontrer. Virtuellement pour parler de Symbiose Éco-Construction, une compagnie qui a fondée en 2019, Michael, c'est ça? Exactement. 2019, en construisant la maison modèle, j'ai décidé que pourquoi pas se créer une entreprise en même temps. Donc, j'ai parti Symbiose Éco-Construction pendant que je construisais la maison modèle dans laquelle j'habite présentement. Ah, c'est le fun. Alors, dis-moi comment tu es tombé dans la marmite de l'éco-construction. C'est quoi ta formation, ton background? En fait, moi, je suis menuisier, j'ai 21 ans de métier derrière la cravate. Puis mon père, quand j'étais jeune, m'emmenait partout avec lui, là, la scie ronde, plus de secret, ben, disons que je l'ai eu jeune dans les mains. Puis, tu sais, on était demandé à se joindre à ses travaux régulièrement. Dans le fond, c'était comme ça chez nous. On travaillait avec notre père, notre mère, etc. On aidait la famille le plus possible. Donc, j'ai baigné là-dedans jeune. Euh, ben, c'est ça, j'ai fait un bout avec d'autres entreprises quand je suis arrivé dans la région de Québec. Initialement, je m'étais inscrit à l'université. Finalement, j'ai pas été à l'université. J'ai décidé de retourner à mes anciennes amours. Puis ben, c'est ça. J'ai travaillé pour plein d'entreprises. J'ai travaillé dans le Grand Nord québécois. J'ai travaillé faire de la formation en Chine pour des menuisiers là-bas, dans le fond, qui voulaient faire des bâtiments un peu style nord-américain pour euh, résister au séisme, parce que les autres font souvent face à ça là-bas. Donc, j'ai fait ça quand je suis revenu au Québec. Attends, il Oups, faut que tu m'expliques comment tu as fait ça. Tu es allé former des Chinois. ouais, en fait, j'ai été mandaté par une entreprise d'ici pour aller former des Chinois pour faire des buildings de bois style nord-américain parce que eux, leurs buildings en béton n'ont pas beaucoup de résistance au séisme, puis souvent la qualité des constructions est très moyenne. Donc, c'est ça, moi j'ai été là-bas, puis j'ai formé 53 petits euh, Chinois qui ont travaillé avec moi dans le fond, puis que j'ai aidé à développer une façon de fonctionner, puis de travailler, qui fait en sorte que leurs bâtiments vont résister au séisme. J'étais à Lanzhou, que ça s'appelle, la province, donc c'est un des endroits au monde qui a le plus de séismes le plus fréquemment. Donc les bâtiments sont sollicités, puis ben c'est ça. Les autres, ça me donnait une chance là, tu sais, voyager, m'amuser, puis aller voir une autre culture, puis aussi voir à quel point je suis résilient ou capable de ou capable de gérer une équipe avec la barrière de la langue, etc. Bref, c'est un défi personnel que je m'étais donné, puis je l'ai relevé. Ça a été, on a la preuve, là, ça a été difficile, mais c'est euh, c'est ça. Ça a été super formateur puis intéressant là, de voir qu'on est parti de vraiment une base très simple là, et en tout cas, pour pas dire basic, là, vraiment, il y avait quelques-uns d'entre eux qui sont devenus de bons menuisiers, là, je dirais que j'engagerais ici au Québec, là. Bref, une Ben, belle, euh, une belle aventure. Puis quand je suis revenu de là, ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est vraiment, je suis rendu là, j'ai vu plusieurs choses, j'ai travaillé pour d'autres entreprises, j'ai vu comment ça fonctionnait dans le domaine de la construction au Québec. Puis à chaque fois, je me disais, à quel point on manque de respect pour notre matériel, à quel point on manque de respect pour les clients, à quel point on manque de respect. Je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais bref, je trouvais qu'il y avait un manque de conscience au niveau de la construction au Québec. Puis je me disais, il y a sûrement moyen de faire autrement. J'ai trouvé Solutionnera à travers mes recherches là, ici et là. Puis ben, j'ai fait la formation avec les gars de Solutionnera. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est pertinent. Puis je trouve qu'ils nous amènent vraiment à une réflexion qui fait comme, OK, c'est possible de le faire, il y a moyen de faire mieux. Puis, ben, c'est ça, en 2019, là, j'ai fait la formation en 2017. En 2019, j'ai décidé de me lancer puis créer mon entreprise de construction écologique en construisant ma propre maison, dans le fond, qui est la maison modèle d'entreprise avec une double ossature, type Larsen Truss, revêtement de cèdre brûlé qu'on a fait nous-mêmes. Merci, papa.
qui a fait ça à la technique Yakisuji, vraiment une patience incroyable. Vous avez Euh, construit vous-même les solives en I, c'est ça? la poutrelle, la structure de massif tendon mortaise, c'est une structure de linéaire éco-construction. Et Oui. puis, nous, on l'a habillé avec de la planche qu'on a, avec des arbres qu'on a abattus à 3 km d'ici, abattus, sciés, planés, euh, etc., etc., jusqu'à la finition. On a fait la même chose à l'extérieur. Le cèdre, en fait, c'est pas nous qui l'avons abattu, mais on l'a acheté le cèdre blanc de l'Est à 3 km de chez nous encore, le même monsieur. Puis, ben, c'est ça, mon père a fait le processus de bois brûlé. On l'a installé, etc., etc., là. On a vraiment fait 99,9% de cette maison, là, moi et mon père, mon frère, des amis, faut pas trop le dire, mais parfois quelques amis, euh, de l'aide extérieure aussi, de la famille un peu. Bref, c'est ça. On a fait ça, puis après ça, ben, j'ai dit, let's go, on y va, on se lance, on va essayer de faire autrement. Puis en fabriquant, en construisant ma maison, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait moyen de faire autrement, puis vraiment plus confortable, vraiment plus performant. On chauffait la maison temporairement ici là, avec deux chaufferettes de chantier, puis j'ai quand même un carré qui est substantiel. Fait que là, c'est ça. On a poussé là-dessus, puis de fil en aiguille, bon, on a fait des projets, on a aidé on a fait énormément d'accompagnement aux autoconstructeurs. Pas mal ça, là, dans le fond, notre créneau jusqu'à bientôt. Là, on va obtenir la GCF. En fait, ça devrait être fait cette semaine. Euh, Finalement. Euh, je vais pas, je vais pas aller plus loin dans GCA parce que je pense que les gens vont pouvoir comprendre peut-être l'abstinence là-dessus, là, de parler de la RBQ, etc. Bref, c'est ça. On offre le service de construction clé en main bientôt. Puis ben, c'est ça, jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup d'autoconstruction, d'accompagnement, de l'aide aussi. Euh, des gens qui se sont construits, eux, qui, nous, on est allé donner un coup de main justement durant une construction, leur aider à monter une charpente de massif, disons, des trucs comme ça, fournir de la laine de chanvre, fournir les matériaux pour faire leur projet, tu sais, aller donner des coups de main ici et là. Puis c'est ça, là, on est rendu à plusieurs collaborations avec des clients, on est rendu à de la demande qui est difficile à répondre. Honnêtement, on manque de main-d'œuvre comme tout le monde, on manque de main-d'œuvre qualifiée parce que tu sais, pour faire de la construction haute performance écologique, ben, il faut que tu aies des gens qui sont prêts à accepter qu'on fait pas de la construction ordinaire, qui sont conscients de ce qu'ils font, ont vraiment un incidence sur le résultat euh, de la maison, du bâtiment. Donc, c'est ça. On travaille fort là-dessus. On a une petite équipe, une bonne, mais une petite équipe. Puis, ben, c'est ça. On a ajouté Laurence qu'on voit en haut, là, qui est je pourrais dire, on dit dessinatrice, mais elle fait aussi coordination, gestion de projet, soumission, name it, là. Elle a vraiment un chapeau très large de travail. Fait que, grosso modo, je sais pas, j'en oublie, Laurence. Laurence est aussi mon meilleur aide-mémoire qui existe. Je sais pas si j'oublie des trucs, là. Avant de qu'on- parler à Laurence, j'aimerais commenter sur ce que tu as dit parce que je trouve ça fascinant. Moi, dans les années 90, j'écrivais pour le programme R2000 de Ressources naturelles Canada, Mm. l'ancêtre de Nouveau Climat qui a été lancé Mhm. en 2001, je pense. Mhm. Puis, je me rappelle qu'il y avait des Japonais qui étaient venus apprendre à faire des maisons R2000 après le gros tremblement de terre de Kobe, je pense. Puis, c'est un mythe, tu sais, les gens pensent que les maisons de béton sont plus solides. Ben, quand tu construis bien en bois, tu l'as dit, c'est du solide. Puis, on est réputé mondialement. Mais même les charpentiers québécois, puis là, c'est ça, il y a un gros problème il y a toujours eu des problèmes de qualité. Là, encore plus quand il y a un boom de construction et une pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours comme ça, hein, les cycles. Quand il y a moins de demande, les gens quittent le milieu, ben là, on recommence à former des gens. Mais pour les gens vendus à ça, hein, on se parle en vase clos, les maisons étanches super isolées avec un bon VRC installées selon les normes de vos climats, ça devrait être obligatoire, mais ça l'est juste dans le logement social. C'est drôle, hein? Quand Ouais. l'RBQ, la SHQ subventionne, il l'impose, mais pas dans le standard. Donc, ben oui, Laurence, parle-moi un peu de ton cheminement dans les maisons écologiques. Puis toi, tu dessines l'enveloppe du bâtiment, tu fais les plans complets. Ouais, ben dans le fond, moi je viens de l'anthropologie initialement.
spécialisée sur les enjeux d'agriculture, d'alimentation. Puis moi aussi, ça a été Solutionnera comme mon, wouhou, là, tu sais, wow, ça existe. Hey, on peut le faire autrement. OK, tu sais, pour moi, ça a vraiment répondu à beaucoup de questions que je me posais suite à mes études en anthropologie sur, OK, tu sais, l'état des lieux est pas très joyeux en ce moment. Comment est-ce qu'on peut vraiment mettre de l'énergie dans des solutions concrètes? Puis je me rappelle de Fred Wiper qui présentait la troisième révolution industrielle, tous ces concepts-là. Puis l'idée d'avoir des maisons résilientes avec les serres adjacentes, avec la récupération d'eau de pluie, avec des matériaux qui sont biosourcés puis qui sont récoltés localement, comment tout ça, au final, ça avait un potentiel d'amener plus de paix mondiale, tu sais. Ça peut avoir l'air tiré par les cheveux, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Je me suis dit, OK, il y a tous les gros problèmes out there, que je me sens impuissante, que je sais pas trop quoi faire. Mais quand je pense à l'habitat, puis à construire des maisons, puis des communautés, puis des quartiers, ben, il y en a un vrai potentiel d'être dans le pouvoir de changement. Tu sais. Fait que moi, ça a été ça, Solutionnaire en 2019 quand je l'ai fait. Fait que j'ai été faire après ça mon cours en géobiologie, en biologie et permaculture aussi, et dernièrement là, en dessin technique. Ce Ou qui fait que, la géobiologie avec Benoît Tremblay. ouais, exact, géobiologie avec l'École de la Terre. D'accord. Beau-biologie, je l'ai faite avec l'Institut en Allemagne qui est à Rosenheim, là où la beau-biologie a été inventée, si on peut Tu as dire. pris Là. en anglais donné par les Allemands, pas par les Américains. Non, non, je ne l'ai pas pris aux États-Unis. Puis, dessin technique, j'ai fait mon cours à Limoilou. Fait que c'est à la sortie de mon cours de dessin technique que je cherchais un stage. Puis moi, j'avais déjà vu Michael dans un des morts directs de Solutionnera présenter sa business vraiment au début. Puis j'avais tout le temps gardé Symbiose dans ma tête. Puis je les ai contactés. Puis je pense que je suis arrivée dans un bon timing avec Elena qui était enceinte là, à quelques mois d'accoucher. Puis Ah, c'est qui? Elena, c'est la conjointe de Michael, qui est aussi sa partenaire d'affaires, qui fait la comptabilité, l'administration. Elle aussi, elle a beaucoup de chapeaux. On est comme les deux dans le bureau, Elena puis moi, là, on fait une vraiment bonne équipe bureau, là, très, très, très complémentaire, là. En mode de ça, les femmes en construction, on a besoin davantage. C'est- pour les gens qui ne connaissent pas Solutionnera, donc c'est le certificat en design écologique que vous avez fait. Je suis un des profs. Il y a Luc Mildermans, évidemment, Frédéric Wiper et Francis Gendron qui l'ont fondé après être allé rencontrer, faire des formations avec Michael Reynolds, l'architecte américain qui fait les Earthships, hein, les maisons enfouies avec les serins. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas ça, allez voir Solutionnera, c'est quoi avec un trait d'union, je crois, .com. Solutionnera.com sans trait d'union. OK. Ben, ça, tu as soulevé tellement des points importants parce qu'effectivement, on est dans un monde, moi, ma blonde qui est psychoéducatrice me trouve déprimant parce que je suis journaliste de formation, j'ai travaillé à la Gazette, je lis les actualités, mais je ne lis pas à voix haute parce que le monde s'en va chez Liard des fois. Mon frère vient d'avoir 70 ans, puis il se remarie, puis il a trouvé l'amour de sa vie, puis il dit à quel point ils sont insatisfaits, tu sais, des gens à la retraite qui sont insatisfaits du monde, puis qui veulent encore contribuer. Ça en est vraiment une façon extraordinaire. Ben, parlez-moi un peu, donc, un peu plus en détail de ces maisons-là. Si on parle de ce livre de poutrelles pour faire des murs, ça fait combien d'isolation? Quelle valeur aire? Isolation des murs, plafond, fondation. Les chiffres, souvent, ça va être Laurence qui va vous les dire. En fait, la composition, nous, on offre l'alternative que le client veut. À quel niveau le client veut que ça soit résilient, performant. Évidemment, on va utiliser des membranes par intempérie, par air intelligentes, parce que pour avoir quelques exemples dans notre environnement de mauvaise utilisation des membranes, mettons, par intempérie intelligent, par vapeur standard, qui se matchent pas. Bref, on a eu des exemples là, avec certains clients qui ont eu des gros problèmes avec ça. Nous, d'emblée, c'est toujours ça. Juste pour expliquer, donc, c'est des pare-vapeurs qui permettent au mur de s'assécher quand il y a une infiltration d'eau ou une grosse quantité d'humidité. Ça va sécher vers l'intérieur, c'est ça. Je donne toujours l'exemple, moi, d'un manteau de Gore-Tex. Un bon vieux manteau de Gore-Tex, une Et- coquille, là, dans le fond, qui et- fait
Exactement. À l'intérieur, on vient jamais tout trempe. On est capable de, tu sais, le manteau, il va perspirer, il va laisser aller l'humidité. Puis la meilleure comparaison, c'est un manteau de pluie standard de caoutchouc qu'on connaît. On met un manteau de pluie standard, au bout de 15 minutes, il s'est aussi mouillé à l'intérieur que ça l'est à l'extérieur, même s'il est étanche. Parce qu'il fait trop chaud, ça respire pas, il se passe rien. Tandis qu'un manteau de Gore-Tex, lui, va permettre à l'humidité, on sera pas mouillé par la pluie, puis deux, va permettre à l'humidité de migrer vers l'extérieur. C'est tellement Puis ça, génial parce qu'il y a encore beaucoup de vieux ou même de jeunes qui pensent qu'il faut que le mur respire, puis ils font des trous dans le polythène. ouais, Alors, c'est que ce soit étanche à l'air, même des deux bords le plus possible, mais c'est sûr qu'il faut que ça prenne un bon parent. Puis souvent, le parent, les gens, ils font un polythène TP, comme on dit en bon québécois. Si l'étanchéité est faite de l'intérieur, que le pare-vapeur, c'est encore plus important qu'il soit parfaitement étanche à l'air. Mais Et je c'est, exact. pense que ouais, il faut déjà préciser qu'une des caractéristiques des constructions de symbiose, c'est qu'elles sont isolées en laine de chanvre, avec les matelas, les profils mat de Nature Fibre, avec un sonoclimat EcoCat de MSL, avec généralement aussi un petit carton fibre, là, le 716 de, c'est quoi, il me semble, que c'est BP, Mais celles aussi en font MSL pas mal aussi. toutes les entreprises, ouais, c'est ça. Puis au Carton. niveau de l'isolation dans le toit, ben, on va mettre aussi de la laine de chanvre ou on va mettre la fibre de bois soufflée qui est aussi maintenant distribuée par Nature Fibre. Fait que vu qu'on a beaucoup déjà de biomatériaux, il faut avoir une enveloppe, tu sais, d'autres matériaux d'enveloppe qui sont cohérents avec ça. On n'a pas le choix d'aller chercher des membranes intelligentes qui ont vraiment la flexibilité là, au niveau de l'humidité de s'ouvrir puis de se refermer pour faire une bonne gestion. Là. Tu sais, ça, c'est comme, c'est un système. La maison, c'est un système. On n'a pas le choix d'aller chercher des membranes, des tapes, tu sais, des fenêtres, tout ce qui est cohérent avec cette vision-là d'une maison qui laisse sortir l'humidité puis qui laisse pas rentrer l'air. Mm. Ouais, exact, voilà. Super laine de chambre. ils ont même de la fibre de bois hein, maintenant. Oui. Ah, vous êtes Ouais. là, Symbiose, c'est pas le fun, ça? En fait, on travaille fort avec Nature Fibre, puis honnêtement, c'est un peu aussi grâce à eux que j'ai vraiment tourné vers la construction écologique, tu sais, de vraiment à proprement dit, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent quand même la fibre de Roxul, la bonne vieille Roxul, là. Puis perso, moi, je suis très fragile à ce type de laine-là. Ouais. J'arrive pas à en installer vraiment de façon efficace parce que ça me, ça me- ça marche pas avec mon corps. Bref, Quoi, euh, des irritations ouais, cutanées? vraiment. Moi, je suis très, très fragile à ça. J'ai les bras tout irrités en Oh, le temps de le dire. La seule place que j'en mets, puis je le dis tout le temps, sur toutes nos constructions, si vous m'appelez pour de la Roxul, malheureusement, ce sera pas moi qui va la faire. Euh, mais la seule place que j'en mets, c'est toujours au niveau des gaines de cheminée, dans lesquelles on n'a pas le choix de mettre de la laine isolante qui est approuvée pour le feu. Là, on va en mettre. Puis Hmm. j'en ai une poche que je traîne. Ça fait 3 jobs que je fais avec. Là, tu sais, dans le fond, on est toujours dans le modus operandi. euh, Touche pas à ça, c'est le moins possible. Puis, tu sais, on le voit, là, les gars en fait avec nous, j'en ai des gars qui sont nouveaux dans l'équipe, puis en fait, j'en ai un qui est nouveau, puis il en revenait pas. Il faisait comme, wow, à quel point c'est le fun à installer versus de la laine standard. Faut dire que je dis le fun à installer, pour certains, ça ne l'est pas, parce que ça demande des coupes qui sont vraiment hors standard, là, qui sont pas communes. On peut pas couper ça avec un couteau, non. un, un Olfa ordinaire, là. Ça prend vraiment des lames spéciales. Moi, j'ai fait faire des lames sur mesure qui sont une copie de ce qu'il y a dans l'usine de Naturfibre. La même compagnie, dans le fond, qui fait les lames de Naturfibre, nous a fait des lames qu'on utilise sur les bâtis. Puis oui, vous avez bien entendu. On coupe la laine de chanvre avec un bâti. Euh, à ce niveau-là, c'est sûr il y a des progrès un jour qui vont devoir être faits, puis on va essayer de travailler là-dessus. On travaille justement déjà le bâti avec la bonne lame, c'est une très nette amélioration, mais il y a encore place à amélioration à ce niveau-là. Puis Là, c'est je ça. Tu répondrai aussi à la question, André, que tu avais posée par rapport aux valeurs R, là. Oui, Rapidement, un petit point là-dessus, technique. Parce qu'il faut dire que la laine de chanvre, la façon qu'elle a été testée en ce moment pour être homologuée là, par le CCMC, il me semble, c'est très standard à une seule température. Mais oui. Naturefib, on fait des tests supplémentaires parce qu'on constate que la laine de chanvre, plus la température dehors baisse, plus la laine de chanvre est isolante. Ce qui fait que nous, on a évidemment une coupe de mur que moi j'appelle tout le temps la recette symbiose.
Puis, moi, j'ai estimé là, que le R total, qui n'est pas le R effectif de notre coupe de mur, qu'on a généralement une ossature en 2 par 8 là, fait qu'avec un 7 écarts de laine de chanvre, puis bon, toutes les autres couches, on arrive à R 32 quand on est à 24 degrés Celsius dehors, puis on va jusqu'à R 38 quand on est à -22 Celsius. Fait que ça, c'est quand même notable. Puis quand on fait des toits sandwich aussi, si on a des charpentes massives, souvent on va faire des toits cathédraux. Fait que là, on fait le toit sandwich, ben là, on est entre R 53 jusqu'à R 65. Fait qu'on est quand même bien au-delà du R 20 du code pour les murs. Puis toiture, je me rappelle plus c'est combien, mais Les murs R 40, on est 24,5. bien au-delà du code, là. Mais oui, c'est super intéressant. Je vais revenir sur tu mentionnais Rocksool qui a pris le nom de la maison mère Rockwool. Aujourd'hui, la laine de roche. C'est intéressant parce que les Allemands en beau biologie ont toujours recommandé cet isolant-là. Puis pour les hypersensibles, la maison modèle de la SCHL, c'était l'isolant le mieux toléré par les hypersensibles. Fait que ça ne veut pas dire que c'est la laine minérale, on sait que ça peut être irritant, ça c'est clair. Mais là, ça c'était avant que le chanvre soit disponible partout dans le monde, là, de plus en plus. En Europe, ça fait longtemps. Donc c'est vraiment génial qu'on ait un producteur au Québec, puis qui va acheter de plus en plus de chanvre québécois aussi, je pense, parce qu'il l'importe quand même d'Europe, hein. Pour l'instant, il est importé de France, puis apparemment que c'est une meilleure énergie grise que si on l'importait d'Alberta, parce qu'il se cultive beaucoup en Alberta aussi. Puis Ah, la filière chanvre au Québec est vraiment en mouvement en ce moment, mais pour l'instant, il n'y a pas de chanvre pour la filière donc, ouais. fibre, là, tu sais, matériaux de construction. Il y a du chanvre pour le CBD puis les graines, mais ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent à ce que ça puisse être cultivé, défibré, transformé au Québec. Fait que on croise les doigts que c'est juste une question de temps. Oui, mais- Mentionner On a, le CCMC, je veux juste dire, c'est le Centre canadien des matériaux de construction. Quand les fabricants veulent exporter, c'est la preuve, c'est le sceau du gouvernement du Canada qui fait juste, c'est pas une approbation, c'est qu'ils approuvent les prétentions du fabricant. Hmm. Alors, s'ils peuvent faire approuver les valeurs R, de résistance thermique plus élevée à basse température, ça serait génial. Hmm. Euh, Mais déjà, au moins, vu qu'il est homologué CCMC, ben là, au niveau des assurances, ça passe mieux parce qu'avant, c'était... ah oui, c'est vrai, il l'a eu récemment, le premier CCMC. ouais, ça fait avril, je pense, si ma mémoire est bonne, là. C'était Ouais, ça avril va cette faire un année. an, là, ouais. Génial, génial. Je savais qu'il était en attente, j'avais oublié oui, qu'il l'avait. Et pour en revenir à la filière chanvre que Laurence parlait, là, il y a vraiment un mouvement là, plus que jamais. Moi, ça fait depuis justement 2019 là, qu'on en parle. Les usines de défibrage et compagnie, c'est souvent le problème parce qu'au niveau de la culture en tant que telle de la plante, tout le monde sait que le chanvre, ça pousse dans n'importe quoi puis n'importe où. Les agriculteurs sont intéressés, mais se sont déjà fait un peu les plus vieux, en fait, là, se sont déjà fait tromper un peu par la filière chanvre de l'époque qui, euh, je pense qu'André, tu dois être au courant, là, tout ce qui s'est fait dans le passé à ce niveau-là. Il y a eu des échecs. Par exemple. En fait, moi, ce que j'avais comme son de cloche, c'est que certains producteurs avaient cultivé du chanvre justement dans le but de les revendre pour que ça soit défibré et puis utilisé dans différents types de matériaux. Puis finalement, ils ont resté avec leur stock qui n'a jamais été acheté dans le passé. Donc, ça a rendu les agriculteurs frileux à ce niveau-là. Les Mais producteurs par contre, là, sont- c'est la vraie culture de chanvre ça revient au Québec, puis tu sais, on sait avec les climats qu'on a de plus en plus, on va être capable d'avoir des récoltes qui sont vraiment plus efficaces et plus nombreuses. Si on se fie à ce qu'on voit, là, les trois récoltes de foin par année, il y a déjà, je sais pas, moi, une vingtaine d'années, il me semble qu'on voyait pas ça souvent. Maintenant, c'est quand même assez commun. Bref, avec le chanvre, ça va devenir beaucoup plus facile. Puis là, bien évidemment, si on a une production locale, l'énergie grise qui est rejetée pour cette production de chanvre-là va devenir vraiment plus logique. On est conscient aussi que, étant donné que la laine, la majorité de la laine provient de France, il y en a une partie d'ailleurs dans leur mélange qui est ouest canadien, États-Unis un peu, selon mes sources. Et puis, ben, c'est ça. Eux, évidemment, s'ils ont la chance de s'approvisionner au Canada, ils vont se tourner vers ça. Puis nous, ben, on est conscient, comme je disais, que la laine vient de loin, mais en même temps, on reste quand même de loin, en ce qui me concerne, plus sain pour les habitants d'une construction
avec une laine de chanvre que n'importe quel autre type de laine, là, pour en avoir installé plusieurs kilomètres carrés probablement de chacune d'elles. Fin Euh, et durable, puisque la grande capacité de la laine de chanvre, c'est son hygroscopicité. Elle gère naturellement l'humidité, ce qui fait que là, on est ailleurs complètement par rapport à la laine de roche puis par rapport à la laine de verre, là, deux matériaux qui ne gèrent pas du tout l'humidité, là, tu sais, fait que on est ailleurs c'est ça. Mais drôle, j'ai déjà rencontré des architectes écossais qui disaient: oh non, on met jamais la laine de roche, parce que ça ne retient pas du tout l'humidité, ça la rejette tout de suite. Puis la fibre de verre, c'est l'inverse, elle va devenir comme un pain mouillé, là. Mm. Donc, la laine de chanvre, elle va l'absorber puis la redonner quand l'air va être plus sec. Donc, il y a un déphasage aussi de la chaleur en le temps. C'est ça qui est intéressant. c'est le point focal de la laine de chanvre. Tu sais, souvent, en fait, le monde ne connaisse pas. Au Québec, on a le facteur R. Tu sais, tout le monde pose la question. C'est quoi le facteur R? C'est quoi tu sais, c'est toujours la question 1. Mais on parle pas de déphasage thermique. On parle pas non plus d'hygro, L'opacité. oui, exactement, Laurence, merci. Mais on parle pas de le déphasage puis le R effectif. Souvent, c'est ça qui, je pense, devrait être le point focal, puis on n'en parle pas. La laine de chanvre se démarque vraiment beaucoup à ce niveau-là, là. Tu sais, on l'a vu, puis on l'a, par rapport à nos qualités, tu sais, à nos bâtiments qu'on a fait, qu'on a montés, on s'en rend compte tout de suite, là. Tous les gars, c'est unanime, là. On en a une, là, au lac Perron présentement, là, qu'on est en train de compléter avec le client. Puis le client lui-même n'en revient pas, là. Il arrête pas de me le répéter à chaque fois qu'on y va. Hey, cette nuit, on a ouvert les fenêtres toute la journée. Hier, on a resté au frais jusqu'en fin d'après-midi. Il n'y a aucun système de climatisation là-dedans. Il n'y a aucun rideau présentement parce que justement, c'est la fin de la construction. Mais bref, on se rend compte que le déphasage est vraiment très, très important, là. C'est énorme la différence que ça peut faire, là. Donc, avant que la chaleur traverse les murs, c'est plus long qu'avec des matériaux peu denses comme la laine de verre, par exemple. Ce serait quoi le surcoût pour une maison moyenne, là, en termes de centaines, de milliers de dollars, isoler le toit, les murs au chanvre versus la laine de roche versus la laine de verre? Par rapport à la laine de roche, je pense que la laine de chanvre en ce moment doit être autour de 10% plus chère, grosso modo. Je vous dis Ah, ça, c'est tout raisonnable, là. La ben, différence n'est pas très grande. Évidemment, ben là, avec ce qui se passe partout dans le monde, les frais de transport et compagnie, la laine de chanvre en a souffert, là. Mais on est quand même, moi je dis environ 10 à 15% plus cher que la laine de roche. Puis au niveau de la laine de verre, je ne saurais pas te dire, mais la laine de verre, ça coûte rien, donc c'est difficile d'être, c'est pratiquement impossible d'être compétitif avec la laine de verre, là, je dirais facilement le double du prix là, du pied la carré. laine- Quand je commençais comme journaliste, je lisais Energy Design Update, un bulletin, un newsletter américain, puis il y avait une image qui montrait que les mouvements de convection, hein, l'air chaud monte, mais l'air froid descend, donc ça fait des boucles de convection qui arrachent la chaleur du mur. Puis il disait qu'avec la laine de verre, c'est ça, le mur R20 tombait à R12. Alors, il faut vraiment que ça soit étanche, étanche, puis ben, c'est le problème, malheureusement. On n'impose pas les tests d'infiltrométrie. Vous en faites surtout vos chantiers, j'imagine. En fait, on se l'impose nous-mêmes, puis c'est une règle d'or, là. D'ailleurs, on a eu encore un test, là, c'est la semaine passée, vendredi, si ma mémoire est bonne. On a battu les normes passivas, puis c'est comme notre norme à nous. Pas de point 6. On veut être en bas de 0,6 tout le temps. En haut de 0,6, je suis pas content. Mm. Puis tout le monde est au courant. Ils me trouvent un peu tannant avec ça parce que je leur dis frotter le tape, s'assurer qu'il n'y en a pas de plis, s'assurer qu'il y a du scellant acoustique aux endroits névralgiques. D'ailleurs, avec un pare-intempéries, un pare-vapeur intelligent comme on installe, on n'est pas obligé de mettre autant de scellant acoustique, là. Dans le métier, les gens appellent ça le Black Death. Ça vous donne une idée à quel point c'est apprécié, cette matière-là. Donc, c'est vraiment un matériel qui s'étire comme du mozzarella qui fait du dégât partout. Bref, personne n'aime ça. Mais avec le parc vapeur intelligent, ça nous évite beaucoup de sel acoustique. Puis celle comment avec quel ruban? En fait, le ruban, évidemment, les entreprises vont nous suggérer d'utiliser les rubans qui viennent, mettons, selon le type de pare-vapeur intelligent qu'on va choisir. Tu sais, il y a ProClimat qui en font de l'excellent, il y a Siga, il y a Salola, il y a Rotoblast. Chacune des entreprises vont nous demander d'utiliser leur tape. Et Nous, leur membrane.
Ouais, Mhm. exactement. Nous, on dévie un peu à ce niveau-là parce que pour en avoir utilisé quelques-uns d'entre eux, je me suis rendu compte qu'il y en a un plus connu à moindre coût qui fait vraiment le travail. Par contre, c'est sûr que si je le nomme, je vais peut-être me faire lancer des roches par les fournisseurs. De toute façon, c'est sous changement potentiel en ce moment. Ça se peut Ouais, qu'on c'est ça. essaye d'autres produits, voir si c'est plus pertinent. C'est intéressant que vous testiez tous les rubans et Ouais. autres. En fait, chez nous, j'ai essayé les bons vieux Tuck Tape, pensant faire une économie. Finalement, ben, ça n'a pas été une économie, ça a été une perte assez substantielle. Dans le fond, c'est que je me suis rendu compte que ça collait pas, puis il a fallu que j'enlève ce que j'avais mis ou que j'en ajoute, mais du plus large par-dessus. Donc, ouais. C'est toujours N'essayez une pas ça question de à la maison. durabilité, là. C'est bien beau que ton test d'infiltrométrie soit extraordinaire, mais si dans 5 ans, puis c'est quelque chose que j'ai dit à Mickaël dernièrement, ça serait le fun qu'on retourne chez nos clients dans 5 ans, puis 10 ans, puis qu'on refasse tes infiltros. On va voir les tailles, puis tiennent combien de temps, tu sais. Mhm. Exact. Ah oui, ça, c'est quelque chose sur, tu sais, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment mettre l'emphase pour s'assurer que ça performe à long terme parce que sinon, ça ne Mm. donne pas faire ça. Mais par test, là, la membrane que j'utilise en ce moment, souvent, va délaminer les papiers avant de s'arracher. Donc, je suis très, très confiant au niveau de sa capacité de garder collé les matières longtemps. C'est une entreprise bien connu, bien réputé. Donc, c'est un souci d'économie, dans le fond, la raison pour qu'on n'utilise pas nécessairement les membranes qui sont fournies avec, qui sont pas fournies, justement, qui viennent en extra par rapport au par intempéries et au par vapeur. Euh, Ceci dit, bien évidemment, on a eu un studio de yoga qu'on a construit à l'île d'Orléans, puis l'architecte demandait des tapes spécifiques à leur membrane. Évidemment, on veut utiliser ce qui est demandé, là. Mais c'est ça. Quand c'est des constructions de maison, bon, on essaie de d'économiser. Tu sais, c'est des endroits, là, justement, on sait que la roulette de tape rouge, bleu, blanc, là, on ne sait plus quelle couleur ils sont rendus, mais euh, ouais, c'est ça, ça coûte pas cher, c'est sûr. C'est sûr que nous, on va être plus cher. Tu sais, je reviens à la question de base là, que tu nous posais, à savoir combien plus cher. Évidemment, c'est comme comparer un manteau de pluie en caoutchouc que je disais avec un manteau Gore-Tex, avec un bon isolant à l'intérieur. C'est très, très difficile de le comparer. Puis je saurais pas te dire en pourcentage non plus, parce qu'honnêtement, je me rappelle pas qu'est-ce que ça aurait l'air une maison construction standard actuellement. J'ai aucune idée. On n'en fait jamais. Les gens ne nous appellent pas non plus pour ça, nous contactent pas pour ce type de construction-là. Donc, c'est difficile de se comparer, mais oui, on est plus cher, ça c'est évident. Les gens qui vont dire que c'est pas plus cher, ce serait compter des menteries, là. On n'est pas là pendant tout. Euh, Sûrement des gens qui veulent garder leur maison, faire un gros profit en la revendant parce qu'ils savent qu'elle ne va pas pourrir à petit feu avec la condensation et la pourriture. ouais, écoute, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas, là, ce sujet-là. Puis, tu sais, on a fait tantôt, juste avant qu'on se rencontre, on a fait une rencontre avec une technicienne, je crois, Laurence. Ah non, c'est une conceptrice architecturale. Elle a fait le bac, mais pas la maîtrise, mais Ouais, c'est ça, mais en tout cas, cette personne-là, on l'a rencontré parce qu'on trouvait que le modèle de la maison que les clients avaient choisi était un peu, tu sais, c'est super beau, c'est super esthétique, mais il y avait des nous, beaucoup de nous, beaucoup de différents paliers de toiture, des toits plats, des trucs comme ça. Puis, tu sais, nous, en conception écologique, ben, c'est connu, c'est su et connu. On essaie d'éviter les pièges potentiels puis les trucs qui pourraient ne pas durer dans le temps. Donc, on a modifié la configuration un petit peu de la maison sans la rendre tu sais, plate à regarder nécessairement, sans la dénaturer. Bon, on a arrivé avec des constatations qui ont fait comme, ah, peut-être qu'il y a moyen de... Oui, ça coûte plus cher à construire écologique, mais en simplifiant le modèle, bon, on fait des économies. Donc, ça rend ça plus rentable, ça rend ça plus accessible, plus intéressant. C'est une façon c'est de faire. surtout qu'il faut le voir comme un investissement. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'amener vraiment comme changement de lunettes chez les clients. C'est pas une dépense, une maison, ça devrait être un investissement qui est pas juste pour 15 ans ta toiture de bardeau d'asphalte, pour 25 ans, pour 50 ans, pour 100 ans. Là, on parle de plusieurs générations, on parle de léguer un patrimoine bâti qui est sain, tu sais. Fait que ça, on devrait arrêter de voir ça comme une dépense, mais de le voir plutôt comme un investissement. Puis en plus, un investissement qui nous amène plus de santé, plus de confort, tous les bénéfices qui viennent avec. Tu sais, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille d'avoir des matériaux sains. Là, toutes les tapes et les membranes que Mickaël utilise, là, moi, je les ai passées au peigne fin, voir les COV, les ingrédients. Quand les clients me parlent d'avoir
du massif lamellé-collé, je vais aller voir c'est quoi les émissions avec l'école, tu sais, bref. Fait que d'avoir des maisons qui sont saines, puis qui vont te coûter évidemment moins cher d'électricité, puis qui, au final, sont un investissement plus cher, effectivement, mais qui t'amènent de la rentabilité, tu as un retour sur ton investissement, là, tu sais. Fait que c'est de l'investissement sur ta santé, c'est de l'investissement sur ton patrimoine bâti. Bref, c'est important, je pense, de changer de lunettes. Ben oui, tout à Ouais. fait. On se C'est parlait, quoi abordabilité? si vous avez peut-être lu un article, j'ai interviewé un biologiste qui est beau biologiste aussi, donc la construction saine, mais il travaille pour le gouvernement du Luxembourg. Il s'appelle Ralph Baden. Puis il a fait un film, puis un livre, le film du livre, en tout cas, c'est en allemand puis en français. Puis il m'a sidéré parce qu'à un moment donné, il parlait d'un enfant qui était très malade. Puis il a fait des tests de qualité d'air. Là, le gouvernement l'envoie, lui, chez les gens qui se plaignent de problèmes de qualité d'air. Et ils ont découvert que c'était des retardateurs de flamme. Puis ça venait d'un panneau de polyisocyanurate, styromousse dans le plafond de sa chambre. Donc, on pense qu'on met du gyps, puis c'est parfaitement étanche. Mais il y a tellement de mouvements, hein, les pressions font que les particules, les gaz rentrent puis sortent de la maison. Une autre raison d'être en bas de 0,6 changement d'air à l'air 50 pascal. Mais moi, je dis toujours aux gens, as-tu besoin d'un isolant à base de pétrole? Et ça peut faire un bon travail. Si tu insistes pour le mettre, mets le don à l'extérieur de l'enveloppe. Mets-le dehors pour pas risquer de contaminer la maison. Puis on sait que la construction la moins chère, c'est fibre de verre et polystyrène. Je voulais savoir, vous, pour briser les ponts thermiques, quand on parle de valeur R effective, donc c'est un encompte des ponts thermiques, c'est juste un seul Sonoclimat Eco 4 que vous mettez dehors? C'est quelle valeur R que vous mettez? Parce En que fait, c'est on va mettre un Sonos Climat Eco 4 à l'extérieur tout le temps, c'est systématique, là. Puis sinon, à l'intérieur, on peut ajouter un carton fibre naturel. En fait, c'est pour la simplicité et l'économie, encore une fois. Le carton fibre s'installe super bien, ça coûte pas cher, c'est efficace. Puis ça fait justement couper encore une deuxième fois le pont thermique. Mais par expérience, l'Eco 4 fait vraiment un beau changement, là. Il y a le transfert thermique se fait évidemment parce que on n'a pas une double ossature, parce qu'on va pas nécessairement faire d'autres déconnexions par rapport à ça, mais je trouve que quand même c'est un beau compromis. C'est pas parfait, évidemment, parce qu'il existe aussi du Sonoclima Eco 4 qui est, je pense, 2 pouces et demi ou 2 pouces 3,8. Le problème là, avec ça, c'est souvent l'installation qui devient complètement vraiment un peu ridicule parce qu'il n'y a pas vraiment de système d'installation efficace. Puis quand on vient pour mettre le latage extérieur et compagnie, ça complexifie beaucoup la tâche. Donc, Ouais, là, tu as trouvé une fameuse agrafe qui est capable de pogner le Eco 4 un pouce et demi plus la latte, là, mais tu l'as magasiné en titi, cette agrafeuse-là. ouais, ben pour l'Eco 4, en fait, là, vu qu'il mélangé. a pris Je suis mélangé. Vous parlez d'un pouce et demi puis deux et trois quarts. L'Eco 4, il n'y en a pas deux. ben, je crois qu'il y en a deuxième panneau. Si c'est pas Eco 4 qui le fait, c'est Steico ou euh, Glutex. Écoutez, Oui, j'arrive quand pas. on tombe dans les grosses épaisseurs, c'est là que c'est compliqué. Ouais, c'est ça, on sort d'entreprises, d'autres entreprises. Je pensais je pensais qu'MSL le faisait dans plus épais, mais apparemment non. Ça se peut, là, écoute, il y en a quand même beaucoup de producteurs de ça. Puis nous, on n'a pas été appelés nécessairement de faire ça, là. Souvent, ça, mettons, mettre un Eco 4 plus épais que de 1 pouce et demi, ça nous a pas été demandé. Ça nous a été demandé, par contre, d'ajouter un Eco 4 à l'intérieur. Je considère que c'est une bonne idée. Par contre, ça fait une enveloppe qui coûte très très cher. Le Cocat, malheureusement, c'est un matériau qui est dispendieux. Là, de la feuille, c'est quand même assez cher versus un R4. Parce que toujours le monde va nous comparer. Faut Tu pas les- sais, exact. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est le moins cher? C'est sûr un panneau bituminé avec un petit styrofoam mou va coûter moins cher qu'un panneau d'Eco 4 qui est raide puis tu sais, qui est vraiment naturel. Donc, Mais c'est qui ça. sert aussi de contreventement. Il y a deux fonctions, l'Eco 4. Ouais. En Oui, principe, ça sert aussi de contre-ventement. parce que Emmanuel Cosgrove, sa maison modèle là, passive, lui, il a mis quatre épaisseurs de panneaux de laine de roche dehors. Alors, il y avait des attaches. C'était compliqué, en effet. Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup de en plus. Ouais. Moi, chez c'est nous, ça. j'ai trois cartons fibres parce que André Bourassa, qui a dessiné mon enveloppe, c'est lui qui a conçu l'éco-4, hein, qui l'a Ah ouais. recommandé à Mathéo spécialisé Louisville de le fabriquer. Mais à l'époque, en 98, quand on a bâti, on n'a pas. Donc, on a trois épaisseurs.
Puis le temps avec, le parent, puis lui, il est dehors, il est en sandwich entre deux cartons fibres, mais c'est ça, c'est long à poser. Puis quand tu as une infiltration d'eau, quand même, je n'ai eu juste dans ma cheminée un problème de solin sur la toiture, puis j'ai une toiture d'amiante ciment recommandée par André. Le fabricant a fermé ses portes après parce que c'est de l'amiante. Mais Mhm. c'est un excellent produit qui est encore bon après. Très durable, ça c'est sûr. Après Mhm. 60 ans, c'était pas délaminé, cette tuile-là en particulier. Là. Moi, mon toit va me survivre. Là. Mais mon entrepreneur qui l'a posé, il n'a pas fait venir un fer entier, donc on a eu un petit bug. Euh, Mhm. mais c'est pas dramatique à arracher du carton fibre mouillé. Je ne vais pas trop Ouais. polluer l'environnement, quoique à l'extérieur, il y a du bitume, là, mais c'est intéressant, oui, voir les nouveaux matériaux, les alternatives quoi, au polystyrène. Euh, C'est surtout plus résistant, tu sais, pour en avoir bâti des maisons qui étaient refermées en R4, là, l'autre panneau, dans le fond, qui est comme le compétiteur direct de l'Eco 4, c'est que quand on cloue une latte à travers le morceau, tu sais, puis qu'on on va se pogner dans le montant derrière, ben, ça dépend si tu arrives sur le coin d'une feuille, ben là, la feuille est plus molle dans le coin, donc la latte va rentrer un peu plus, un peu moins. Moi, je trouve ça complètement absurde de faire des maisons qui s'en vont en serpentin parce que justement les lattes ça pousse plus, ça pousse moins. Puis souvent on va voir de plus en plus ils vont mettre des lattes un peu plus larges, de la 1 par 4 versus la 1 par 3 justement pour que ça rentre moins dans le panneau de R4. Mais je suis pas de ceux qui trouvent que c'est une bonne idée nécessairement. J'aime beaucoup l'EcoCad grâce à ça, c'est qu'il est vraiment solide. Là. Tu sais, on peut clouer une latte à travers puis elle bougera pas là. et donc, ton revêtement extérieur va être droit, là. Va être plus droit, oui, c'est plus facile d'atteindre ça. Puis sauf par contre, il faut dire, l'Eco 4, il faut que ce soit bien fixé préalablement parce que les gens souvent vont faire ça rapide. Là, ils veulent mettre 3-4 clous sur l'Eco 4, puis après ça, ils vont dire la latte va le pousser. Il y a des nuances. Là. Ça reste quand même assez raide comme panneau. C'est pas quelque chose qui se déplace si facilement. C'est pesant. Euh, c'est ça. Nous, j'ai cherché pendant 2 ans et demi, peut-être 3 ans avant de réussir à trouver une agrafeuse qui prend l'épaisseur, en fait, qui prend des broches de 2 pouces et demi pour vraiment les solidariser l'Eco 4 parfaitement à nos montants. Ça a changé des choses parce que justement, on évite des problèmes là, de variation là, au niveau de l'épaisseur. C'est que c'est plus cher, mais en plus, la contrevente va sauver des. Tu n'as pas besoin de mettre un OSB. Ouais. En fait, nous, on n'utilise jamais d'OSB. Je pense pas d'avoir déjà mis sur nos travaux. Là. En fait, les seules places qui vont avoir de l'OSB, c'est Boutray-Langy quand on utilise. Je ne suis pas Ouais, un adepte. isolés au polystyrène dehors, ils ont tous de l'OSB en général. Ouais, ben souvent, ben en fait, ils vont mettre des barres de contreventement métalliques. Nous, c'est ce qu'on utilise aussi avant de mettre les coquettes. Dans le fond, la barre de contreventement, elle, va faire office d'un contreventement supplémentaire parce que personnellement, le fait que l'éco 4 soit considéré comme un contreventement, plus ou moins d'accord avec ça. Je trouve que il en manque encore. Puis vieux dicton qui dit trop fort casse pas. J'aime mieux que ça soit trop fort puis qu'on investisse quelques dizaines de dollars parce que ça coûte qui 10, 15 pièces une barre de contreventement. Ça vaut pas assez cher dans le fond pour s'en passer puis on la met toujours derrière puis on s'assure que justement nos constructions n'ont pas juste le panneau d'Eco 4 comme contreventement puis les entremises ils ont aussi des barres de contreventement. Et d'ailleurs, André l'avait prescrit sur nos deux cartons fibres extérieurs qui sont comme les coquettes, on a les barres. Mais tu sais, quand on ferme les portes d'une maison étanche, Hum. ça, les pressions, ça bouge un petit peu. Ouais, Mais c'est ça. c'est ça, vous faites vraiment de la maison résiliente, comme tu dis, à long terme. On ne va pas devoir rénover souvent, puis ça va rester au passage de l'air et de l'eau, c'est ça. C'est tellement critique. En fait, Oui, nous, puis là, c'est ce inspirer que des, excuse, Laurence, je vais juste inspirer des faire la petite principes de parenthèse. bioclimatisme aussi, là, tu sais, moi, je vérifie les ratios de fenêtres par rapport aux superficies de plancher. On essaie évidemment de s'aligner toujours le plus possible sur le sud. On utilise du chauffage radiant. Tu sais, il y a toutes sortes de principes là, de bioclimatisme qu'on essaie d'appliquer aussi dans les constructions, plus d'autres principes de beau biologie, là, tu sais, ne serait-ce qu'au niveau des systèmes de changement d'air ou, tu sais, on parle de matériaux sains, ben, tu sais, moi, j'adore la brique de terre crue parce que j'ai collaboré un peu avec Ginette Dupuis. On parle aussi du béton de chanvre. On se fait approcher un peu pour des projets par rapport au béton de chanvre parce que ça aussi, ça a plein de vertus. Bref, c'est ça, principe bioclimatique, principe de beau biologie. On essaie d'appliquer ça en plus de la base d'étanchéité et d'isolation, là.
Moi, Elles ont sans faire d'électromagnétique aussi, c'est important. Tu sais, souvent, on se le fait demander. De plus en plus, c'est plus fréquent, là. Les maisons qui ont des fils gainés ou des planchers radiants, si c'est un système électrique, on va essayer d'aller dans des matériaux, dans des produits qui sont sans champs électromagnétiques. Euh, là, vous me mettez à terre. Là, je pense qu'on va aller travailler avec vous. Donc, ça fait plaisir, André. On a de la place pour tout le monde. On cherche, évidemment, c'est ça, ça reste toujours un enjeu. La main-d'œuvre au Québec actuellement, c'est très difficile, là. Mais c'est On ça. n'est pas parfait, mais on travaille fort Oui. à s'améliorer sur tous les points qu'on peut. Exact. Puis on travaille aussi, je voulais dire tantôt, avant que Laurence enchaîne, là, c'est que euh, moi, ce que je focalise le plus avec mes clients, puis ce que je leur suggère toujours de plus d'investir le plus intelligemment ou le plus durable possible, c'est la coquille. Parce que, c'est encore une fois, c'est une phrase, une célèbre phrase de Frédéric Wiper, je crois, ou Francis, bref, un des deux qui disait, un comptoir de cuisine, ça change. Si jamais tu t'es tanné de le voir, ben, si tu investis 10 000 piastres sur un comptoir de cuisine qui est magnifique, mais que dans 2 ans va te tanner, c'est peut-être pas la bonne place pour investir. Donc, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est toujours d'investir sur la coquille, parce que la coquille, on veut pas, on peut pas on veut pas avoir à y retoucher avant très longtemps, idéalement. En fait, du moins, le moins possible. Donc, on va vraiment focuser là-dessus au niveau excuse, l'enveloppe du bâtiment. Puis le type de revêtement extérieur qu'on va utiliser, le type de toiture qu'on va faire installer, nous, je le Les dis. fenêtres aussi, de plus en plus, Oui. on- On va nommer NZP. Magnifique produit. Merci, Étienne Vigneron, de m'avoir mis sur la piste de NZP. On en avait parlé ensemble il y a quelques années, puis on les a utilisés dernièrement. On a fait une maison à. On est en train de faire en fait une maison à Saint-Raymond de Portneuf, puis c'est incroyable la qualité du produit, l'étanchéité de ça. En tout cas, je fais une pub gratuite à NZP, mais c'est ça, on a vraiment des beaux produits de ce côté-là, puis performants, ça n'a pas de bon ouais, on sens. s'en va vraiment vers du passif, là, maison passive avec tout ça, là. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que nous, notre maison a 27 ans, puis on change les portes extérieures. Alors, la terrasse, c'est deux portes, c'est du NZP qu'on vient de mettre. Puis la porte d'entrée, ça va être isothermique. Donc, il y a juste trois ou quatre fabricants québécois certifiés par Sebas. Hmm. Hum, On sait un que peu ça nombreux. va être longtemps, ça va être étanche. Puis ils m'ont même dit que le verre était plus isolant que la structure, donc R8 parce que moi je disais, est-ce qu'on descend le verre jusqu'à terre? Oui, 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 c'est plus isolant que la structure. J'ai fait le saut. En Donc, fait, R10, je crois, le thermos, c'est un thermostrip. Puis R8, le cadre en tactile, là. C'est ce que j'en ai comme information, nous aussi. ils Puis ont huit, c'est assez visible. les options. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Puis après ça, ben, je vais pour mon fameux Galvalume. Je suis un fervent défenseur de l'acier Galvalume. La tôle à la canadienne, c'est pas fini. Moi, j'en installe encore. En fait, je l'ai installé chez nous. Je l'installe quand c'est possible. La toiture, je le suggère tout le temps parce que je trouve que c'est un matériau qui vieillit bien, qui est très durable, qui va pas créer de grosses quantités de chaleur. C'est comme une tôle noire sur le toit. C'est comme du bardeau d'asphalte noir, ça vient vraiment, vraiment, vraiment aspirer de la chaleur puis rendre le bâtiment moins confortable. Donc, en y allant avec des trucs comme ça, tu sais, c'est pas obligé. En fait, je suis, comme je dis, d'après moi, je suis le meilleur porte-étendard de Galvalume au Québec parce que j'arrête pas d'en parler puis je veux toujours en mettre sur mes projets, mais ça reste que le choix revient au client. Mais je trouve que c'est une durabilité accrue, résistance aux égratignures ou aux accidents quelconques, là, tu sais, c'est facile à remettre tu sais, beau. Bref, on utilise tous ces produits-là dans le meilleur agencement possible pour avoir le meilleur rendu possible au coût le plus raisonnable possible. Puis on construit comme si c'était chez nous. Moi, je pense que c'est le point final dans mon discours d'entrepreneur. Moi, je bâtis toujours chez les gens, comme j'aimerais que ça soit bâti chez nous. Puis comme ça, ben, je m'assure que j'ai pas de regrets ou qu'il y a personne qui vient me revoir après et me dire hey, ça fonctionne pas ou tu sais, des trucs comme ça, tu sais, des reproches, quoi que ce soit. Ça, moi, mes clients, d'habitude, ils m'appellent pour des nouveaux projets. Ça, Euh, c'est l'Oasis des semaines, justement, c'en est du galvalume. C'est non peint, c'est galvanisé, c'est ça? En fait, je tiens à souligner, c'est un alliage. Selon mes sources, c'est un alliage, le galvalume. C'est un type de, Avec du zinc et de l'acier, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est pas comme galvaniser, parce que galvaniser va ternir à la longue, va venir vraiment mat, puis moins joli. Le galvalume, lui, va garder son éclat.
vraiment longtemps. Puis au niveau, c'est ça. Tu sais, le look, c'est très beau. Personnellement, je trouve ça beau. Puis c'est durable, là, comme pas possible. Donc, Et là, ben, lui, on sait qu'il peut durer 75-100 ans. Le surcoût par rapport au bardeau d'asphalte, c'est quoi? ah, écoutez, honnêtement, j'ai jamais pris le temps de faire le calcul parce que je n'installe jamais de bardeau. Donc, ça va être C'est parce difficile qu'il de me dire. faudrait calculer de toute façon tout ce que ça va coûter de bardeau sur 100 ans Puis, 20 en pour tant Ouais. faire que temps, vraiment un mais comparatif pertinent avec ce que la tôle coûte, là, tu sais. souvent, ça prend 12 ans qu'ils vont le changer. Ouais, Mais ben honnêtement, comme je vous dis, j'en fais pas. Fait que c'est dur de dire ça va coûter tant. On pourrait le faire estimer, mais comme Laurence aussi dit, c'est qu'il faut comparer pas juste sur une toiture de Bardeau, il faut comparer, tu sais, avec au moins trois, moi Comparer je des pommes dirais, avec pour des dire. pommes. génération, au moins, de 25 Ouais, ans. c'est ça. Ouais. Ah, Et il y en existe encore du Bardeau supposément de qualité, mais moi j'en ai jamais vu qui a fait plus que 20 ans. De toute façon, c'est issu de la pétrochimie, puis on peut pas continuer à aller vers ça, là, tu sais. pas recyclé à 100% non plus, là, c'est vraiment terrible. Même si on met ça dans les Ah, rues, ça va se ouais. laisser. Et bon Dieu, je pense qu'on va s'en reparler parce que là, on dépasse facilement notre heure, mais vous mettez l'eau à la bouche, les amis. Écoute, ça va nous faire plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer André Fauteux non plus. Hein. C'est pour Laurence, ça l'a mis ses nerfs. Là. Elle était comme Ah ben, ma blonde aussi, je la mets ses nerfs. ah, bon. C'est bon ça. Elle la Pas voit pour tous les les mêmes jours. raisons, peut-être. Elle la voit tous les jours. Mais Mais c'est ça, ça. on en a beaucoup à jaser, on est des passionnés, ça c'est vraiment ce qui nous démarque aussi, c'est quelque chose qui fait que moi j'aime travailler avec Michael. C'est que c'est un passionné, puis qu'on peut vraiment discuter, réfléchir, OK, ce système-là, OK, ce produit-là, ouais, mais l'autre, puis oui, mais moi, je pense que, OK, ben, on va aller chercher des comparatifs de prix. Moi, je fais des Excel à n'en plus finir, là, sur les comparaisons des membranes, comparaison des valeurs R, comparaison des coûts de fondation, des isolants. En tout cas, on essaie d'aller chercher aussi des Là, vous données. sauvez du temps à vos clients, c'est extraordinaire. Avant, les gens ou les architectes faisaient toutes ces recherches-là. Vous l'avez in-house, comme on dit en bon québécois. Parce que Marie, je l'ai dit, que l'autre jour, me disait, tu sais, quand elle a commencé il y a 35-40 ans, puis André Bourassa, tout était à faire. Là, on a accès à tout. C'est Oui, vraiment. l'information est plus facile à aller cueillir. Puis, mais c'est ça. Laurence, C'est une de ses encore pas tâches. évident. Ouais, mais une de ces tâches connexes, autres, c'est ça, c'est vraiment toujours de faire des tableaux comparatifs. On a regardé avec les fenêtres, on a regardé avec plein de trucs dans le fond, puis on va regarder aussi avec une entreprise qui s'appelle Ebax. J'imagine que tu connais André Non, euh, Ebax. comment C'est une t'écris? entreprise qui est spécialisée dans la calcul des performances. Dans le fond, ben, en fait, ils font de tout, là. Ils font C'est de l'ingénierie d'efficacité énergétique at large. Ils font de la mécanique de bâtiment, ils font des scans 3D, ils font des tests infiltro. Comment ça s'écrit? EBAX. EBAX? OK. Mm. Exactement. Firme Puis, québécoise. ben, c'est ça. Nous, on a fait affaire avec eux. Ben, j'ai rencontré Jerry, un résident de Pont-Rouge, parle Georges Rose. On en est venu à ça. Puis là, c'est ça, on les a rencontrés. Puis nous, on va faire, on a des projets qui s'en viennent. Et puis, ben, on va faire avec cette entreprise-là des estimés selon le bâtiment précis, combien d'énergie on peut consommer avec ce bâtiment-là, selon l'orientation, selon le lieu où ce bâtiment-là va être implanté. Donc, on va être en mesure bientôt d'offrir à des clients une réponse vraiment précise. Si on fait telle option avec tel type de mur, tel type de fenêtre, tel type de toiture, ça va vous coûter tant, approximativement, évidemment, parce qu'il y a toujours des intangibles là, dans le domaine de la construction, on le sait. Euh, Puis ça va vous coûter tant assez précisément au niveau de l'énergie. Fait que ça, c'est quelque chose que bientôt on va offrir puis qu'on va faire probablement systématiquement, un peu comme le test d'infiltrométrie que je parlais tantôt, on le fait toujours, là. Nous autres, le but, c'est de savoir si on est bon. C'est pas de... Le programme R2000, en 81, il y avait déjà leur logiciel A2000 qui faisait tout ça, le calcul de charge et tout selon les. Ouais, c'est ça. Mais Le nous, tu sais, je logiciel veux Note dire, 2000, ça vient du programme. Et j'ai jamais fait le lien. Moi, j'étais conseillère en escroquerie énergétique pour Renault Climat, puis on utilisait Hot 2000 pour la modélisation, le vieux dinosaure. Je savais pas que ça venait de R2000, mais ça fait du sens. R2000 puis Hot 2000. Le Excusez, je logiciel que parle les en Japonais voulaient s'arracher, et savoir comment. ben Ouais. oui, c'est sûr, c'est évident. Mais nous, on va l'offrir, tu sais, dans le fond, le but, c'est d'offrir justement différentes alternatives à nos clients pour leur type de bâtiment. Bon, si on utilise tel genre de fenêtre, on va avoir une performance qui va être X.
avec ton bâtiment, si on utilise quel genre de coquille, etc., etc. Donc ça, Puis je on pense veut que aussi appliquer ça à plus grande échelle éventuellement, potentiellement à l'échelle d'un quartier, potentiellement avec des systèmes de chauffage collectif pour ne pas nommer la biomasse, potentiellement. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir les impacts d'une communauté, de, tu sais, comment on peut vraiment optimiser max les matériaux, optimiser les surfaces, tu sais, les pieds carrés constructibles, optimiser le système de chauffage, la passivité, puis donc les analyses comme on va faire avec IBAX, là, c'est très précieux parce qu'à partir du moment où tu scale up, comme on dit en bon québécois, il faut savoir vraiment où le bas blesse, là. Où est-ce que c'est pertinent de mettre du temps, de l'argent versus, tu sais, fait que ça, c'est des analyses qu'on va utiliser à plus grande échelle qui vont être très précieuses. C'est vraiment intéressant. Donc, vous faites la maison, vous voulez faire des quartiers. Est-ce que vous aidez encore les autoconstructeurs? Comme... on en fait encore en ce moment, évidemment, parce que c'est toujours pas réglé au niveau de la licence GCR. Mais c'est ça, on va peut-être dériver un petit peu. On va toujours garder ce créneau-là ouvert parce que moi, je trouve que c'est important, mais c'est ça, je vais peut-être plus aller vers les clés en main pour simplicité. That's it, là. C'est vraiment au niveau de simplifier notre modèle d'entreprise, etc., pour que ça nous permette d'avancer plus librement, plus facilement. Puis je pense qu'au final, les gens vont peut-être aimer mieux cette façon de fonctionner-là parce qu'une autoconstruction, je tiens à le dire, c'est pas pour tout le monde. C'est très, très, très exigeant au niveau des gens qui la font. C'est beaucoup de décisions, beaucoup de stress. Je pense que d'acheter construit à son goût, ça peut être vraiment un game changer au niveau d'un couple aussi. Oui, On a vu c'est toutes toujours pour sortes de économiser, mais souvent le prix est très lourd parce qu'on fait des erreurs, on répète. exactement. On a un profil exact là, en ce moment là, tu sais, il y a eu des erreurs au niveau de la gestion de l'autoconstructeur, puis ça fait en sorte que tu sais, il y a eu des répercussions qui sont majeures par la suite. On Ben, a c'est ça. besoin d'être conseillé par des pros, justement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, des fois, les gens vont avoir quelque chose en tête, vont vouloir le garder. Mais, tu sais, moi, je suis pas, le but, c'est pas de briser des rêves. Le but, c'est de les accomplir le plus possible. Mais, souvent, ça va faire en sorte que les coûts vont suivre, là, tu sais, vont être augmentés dû à des décisions qui auraient pu être prises autrement, qui auraient pu être optimisées. Dans le fond, moi, mon mot préféré, je pense, dans la vie, c'est optimisation. Mais, avec le service clé en main là, qui s'en vient, ça devrait être cette semaine, en fait, là, qu'on a la licence finale. Là. On sait que Je pense qu'on généralement, on devient bon avec l'expérience puis la pratique. Construire une maison, quand c'est ta première fois, ben, il y a des choses que, tu sais, le métier n'est pas rentré encore, fait que c'est le fun de faire affaire avec des gens qui et ont le des mains stress, surtout, à la moi, je cravate, pense hein. qu'il vient en compte. Hein. On Économise. le voit, Laurence, là, que les gens, là, souvent, viennent très, très nerveux avec ça, puis ça se répercute partout, puis ça se répercute évidemment sur nous. Donc, c'est ça. L'autoconstruction va toujours être c'est la base de l'entreprise à l'origine. Par contre, c'est ça, on va pouvoir offrir, je pense, un service plus zen à notre clientèle en ayant des clés en main, là. De Ouais, l'ordre. au Parce niveau de que la ça gestion fait des finances, ça va faciliter parce que les prêts hypothécaires d'autoconstruction, c'est très complexe. Fait que ça complexifie pour les clients et ça complexifie beaucoup pour tous les entrepreneurs et sous-traitants. Et avec raison, les prêteurs tiennent à leur sécurité aussi. Alors, c'est un Mhm. service qu'ils rendent aux gens, même si on pense que ça va coûter plus cher. Le moins cher, Hmm. le plus cheap est toujours le plus cher, surtout si ta santé et ton couple en souffre. Mais Laurence et Michael, ça m'a fait vraiment plaisir. Écoutez, depuis 89 que je prêche dans le désert, parfois, on attendait une nouvelle génération d'entrepreneurs et professionnels comme vous. Félicitations. C'est vraiment Merci, ça nous a ouais, fait la plaisir. dernière fois qu'on se parle, je suis certain. Non, ça c'est Ouais, sûr. merci. On va se donner un rendez-vous probablement annuel ou à chaque trimestre, on sait pas, André, on va tout finir par faire ça dans la même maison, présenter nos projets. Yes. Ben, merci en tout cas d'avoir ouvert le chemin parce que c'est, tu sais, moi j'ai mon père qui a lu La Maison du 21e siècle depuis toujours, puis je pense que je fais ce que je fais aujourd'hui, entre autres, parce que mon père a été un pionnier comme toi, André, comme Maryse Leduc, comme Ginette Dupuis, comme André Bourassa et d'autres, là, tu sais, merci d'avoir marché ce chemin-là avant nous, vraiment. Puis ben aujourd'hui, merci pour la tribune que tu nous as offert, c'était bien apprécié de jaser avec toi. Ça me fait grand plaisir de partager avec des gens comme vous.
Merci. On se reparle pour les gros projets là, qui s'en viennent. Oui, Entre- regardez le suspense la prochaine fois. OK, merci, bonne journée. Merci, André. Ouais. Bye.